Bonjour à tous et à toutes, surtout à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle édition du Book Club de Femmes et Diversité, une association que j'ai créée pour valoriser la voix et l'image des femmes, de la diversité et la diversité des femmes à travers un film documentaire, une collection de portraits de femmes inspirantes et des réunions littéraires mensuelles. Samira El-Hayachi, je suis ravie que tu aies accepté notre invitation, cette nouvelle invitation. Et je suis très émue parce qu'il y a presque 2 ans, on a démarré le Book Club, la première édition du Book Club avec Les femmes sont occupées, ici, qui était juste parfait, qui était vraiment juste parfait. Parce que contextuellement, on parlait du fait que les femmes étaient acculées par le confinement. On était en plein premier confinement. Et j'estime que c'est un peu grâce à toi, Samira, que ce Book Club a pu se lancer et poursuivre son chemin de créer de la sororité, de créer ces rencontres un peu magiques où on se réunit entre femmes tous les mois pour parler de sujets qui nous concernent et surtout de nous mettre en lien avec des figures inspirantes comme toi. Donc, merci vraiment d'avoir accepté cette nouvelle invitation. En cette rentrée littéraire, je suis particulièrement touchée d'avoir lu ton livre puisque j'ai un lien très fort avec mon père et parce que j'ai découvert dans ce livre des caractéristiques qui ressemblent beaucoup à la personnalité de mon père. Mon père est un grand féministe que j'ai toujours admiré par la force de ses convictions, son courage, sa sagesse. Et ça ressemblait étrangement au personnage de ton père. On en a un peu discuté pendant ma lecture. Donc, après Les femmes sont occupées, tu nous invites à découvrir la vie du père, le personnage central de ton roman. Cela fait 10 ans que tu portes ce livre, 10 ans pour accoucher de cette histoire. Quelle a été l'empreinte de ton père dans ta volonté d'écrire en général et ce livre en particulier? Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes, à ceux qui sont là présents et ici en live. Leïla, merci infiniment pour cette invitation, pour ce cercle que tu organises, que tu proposes et dans lequel tu nous offres la possibilité de parler d'autre chose, de comment fonctionne le monde, mais à travers le travail d'écrivain, d'écrivaine. Donc voilà, je suis vraiment touchée, merci encore. Effectivement, ça fait 10 ans que je travaille, plus de 10 ans que je travaille sur ce roman-là. Quelle est la place du père? C'est la grande question. Qui est en tout cas assez complexe et dans mon parcours personnel ou dans mon roman, c'est quoi la question? Eh bien, la place du père pour écrire Oui, en général et pour écrire ce roman en particulier, quelle a été... bien compris. Donc, dans ma vie en particulier, la place du père est très très intéressante et très forte puisque c'est un peu une figure contre laquelle je me construis à un moment donné de mon parcours, notamment l'adolescence, et qui est nécessaire parce que voilà, il faut et en pensant finalement que je suis euh, c'est très touchant parce que cette confrontation ou ces liens forts avec le papa se passent dans la langue française, hein. Donc on bascule de la langue maternelle au moment de l'adolescence, très fortement pour que je puisse m'exprimer. Donc vraiment, il a été très formateur pour moi, c'est mon école, en mettant beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration pour lui, mais aussi quelqu'un de très mystérieux, puisque j'ai découvert son histoire au moment où je suis devenue romancière et au moment où je me suis posé la question de tiens, j'aimerais bien plonger dans l'histoire, dans cette histoire que je ne connais pas du tout, qui est celle d'hommes venus du sud du Maroc pour travailler dans le charbon et qui étaient mineurs et qui était l'histoire de mon père. Et voilà. Et là, j'ai découvert un secret qu'il portait depuis des années. Donc, évidemment, c'est un véritable personnage de roman dans la vraie vie, mon père. D'ailleurs, je m'amuse énormément ces derniers temps sur les réseaux sociaux à mettre des vidéos de lui, de moi, de notre relation, parce qu'il a une façon de dire le monde et de voir le monde qui est assez méprisée, oubliée par notre société, parce que qui ne parle pas couramment ou parfaitement la langue française n'est pas intéressant ou n'est pas perçu comme tel. Or, cette génération-là, des pères ou des personnages considérés comme illettrés ou analphabètes, ont un savoir-faire incroyable dont notre époque a cruellement besoin. Voilà. Donc, pour le père dans ma vie, je pense que j'aurais beaucoup de romans à écrire le concernant. Et pour Le ventre des hommes, je ne sais pas comment ça m'est arrivé, mais je venais de publier mon premier roman et on me posait souvent la question de comment j'étais venue à écrire, est-ce que c'est grâce à l'école? Alors j'étais un peu gênée, j'avais l'impression que oui, mais j'avais aussi l'impression que ça me venait d'une autre histoire. Et je me souvenais, voilà, je me souvenais de conversations, peut-être qu'il n'y avait pas de livre à la maison, mais c'était pas pour autant, je voulais absolument pas de regard misérabiliste là-dessus. Il y avait une prise de parole dans l'espace public qui était intéressante.
Et j'ai voulu plonger dans cette histoire en me disant certainement que ça me vient d'ailleurs. Effectivement, c'est ce que j'ai découvert et qui a donné l'écriture de ce roman. N'hésitez pas, mesdames, à poser vos questions. Sinon, je poursuis. Moi, ce que Oui, j'ai alors vu... j'ai une petite intervention. Leïla. En fait, ce qui m'a touchée le plus, déjà en écoutant Samira et aussi en préparant l'émission qu'on a fait ensemble, Leïla, c'est que c'est bien de mettre le point sur la valeur humaine et la personne, surtout telle qu'elle est, hein, et surtout de mettre de côté tout ce qui est intelligence, tout ce qui est savoir linguistique surtout. Et c'est que une personne, c'est une émotion et elle a le droit d'être traitée comme il fallait, comme toute autre personne différente d'elle-même, peu importe son origine, son savoir intellectuel et autres. Ça aussi, on a oublié d'en parler et discuter, mais c'est important aujourd'hui de donner le respect à l'être humain. C'est pas parce qu'il n'a pas telle ou telle compétence qu'on a le droit de le traiter ou l'humilier ou surtout profiter de lui. Voilà, c'est garder sa dignité. Alors peut-être juste pour poursuivre et puis parler de la relation père-fille, il y a un moment qui a été très intéressant pour moi, c'est que c'est d'écrire un roman qui parle du père, mais en tant que romancière et plus en tant que fille. Donc ça, c'était aussi très intéressant, parce que moi, du coup, j'ai découvert l'homme avec toute sa complexité, et raconter un père ou raconter cette figure de père assez sacralisée finalement, et de voir aussi ces moments de courage, ces moments de faiblesse, mais cette fois-ci, le raconter en tant que romancière, c'était traverser l'autre côté de la pudeur, tout ce qu'on ne dit pas, tous les silences, et ça, j'ai pu le faire dans le roman. Je peux moins le faire dans la vraie vie, mais dans le roman, voilà, il n'y a plus de tabou, il y a un travail à faire, un ouvrage à faire, et je me situe à la bonne place. Et c'était vraiment beau et intéressant à faire pour ma relation avec ce père qui continue forte de ce voyage, j'ai envie de dire. Bérénice, je te laisse la parole. Oui, merci. Désolée, il y a peut-être un petit peu de son sonore. J'espère que ce n'est pas trop dérangeant. Merci. Alors, je vais être très honnête dès le début. Je n'ai pas lu le livre encore. Je suis désolée, Samira. Habitant en Turquie, ce n'est pas facile de se procurer des livres en langue non turque. J'ai une liseuse, mais j'ai essayé de l'acheter il y a quelques jours et puis malheureusement, il n'était pas disponible sur la liseuse. Donc, je vais essayer de me le procurer en format électronique transnational dès que possible. Mais t'entendre parler de cet ouvrage, ce qu'il représente, c'est déjà très intéressant. Ma question, c'était liée, donc, tu viens de dire que tu avais donc découvert ton père par la lentille de ton métier de romancière, et puis que ces derniers temps, tu postais des vidéos sur lui, sur votre relation, etc. Et je voulais savoir comment lui, il gérait cette mise à jour de qui il est, cette mise dans l'espace public de son histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui, au début, il était contre, ou est-ce que tout de suite, il dit « Ah bah oui, je suis tellement contente, je me sens fière d'être le sujet d'un roman ». Comment est-ce qu'il gère cette existence médiatique, peut-être par devers lui, je ne sais pas. Est-ce que tu voulais nous dire quelque chose là-dessus? Peut-être que j'explique de quoi parle le roman pour pouvoir bien, que vous compreniez bien de quoi il s'agit, si vous êtes d'accord. Ouais. Et puis comme ça, je peux répondre à la question. Alors en fait, on est en France au tournant des années 70. Actuellement, il y a encore du charbon donc pour réchauffer les maisons, donc, toute l'énergie qui est apportée depuis de nombreux siècles sur le terrain du Nord, mais aussi en Lorraine. Et il se trouve que dans les années 70, on sait très bien qu'il est temps de fermer les mines de charbon. Il y a très peu de charbon, ça coûte beaucoup trop cher, mais survient la crise pétrolière dans les années 70, 72, donc on a besoin de faire appel à des hommes. Et l'État français, les houillères, vont avoir une idée qui appartiennent à l'État, va avoir une idée assez étonnante, à savoir aller chercher dans le sud du Maroc des hommes qui vont venir travailler dans le charbon, mais sur des contrats ponctuels, alors qu'il existe le statut de mineur qui donne des droits, des avantages, c'est un statut de fonctionnaire. C'est-à-dire que toutes les nationalités vont avoir le droit à ce statut, les Italiens, les Polonais, les Algériens, les Français, évidemment, sauf les Marocains. Et donc, c'est une discrimination, très clairement, c'est un scandale organisé jusqu'au plus haut sommet de l'État.
Et ce qui va se passer, c'est que donc, le personnage de mon roman, comme mon père, vont venir en France pour travailler dans le charbon à ce moment-là, et vont découvrir qu'il y a des inégalités, en fait, hein, qu'il y a deux traitements. Et ce qui est beau, et ce sur quoi j'avais envie d'axer le roman avant tout, c'est le combat de ces hommes. Parce que comme ils sont, avec la langue qu'ils n'ont pas, avec les outils qu'ils n'ont pas, ils vont se battre, ils vont faire des grèves, ils vont mener un combat. Vraiment, c'est David contre Goliath, hein, parce que les houillères à l'époque sont toutes puissantes, pour obtenir, dans un premier temps, en 80, le statut du mineur marocain. Et puis, dans un deuxième temps, en 1987, les mines vont fermer, les mines de charbon vont fermer. Et moi, je suis petite. À ce moment-là, il s'agit de mon enfance, clairement. J'ai des vagues souvenirs, mais je ne savais pas de tout de quoi il s'agissait. Donc, les mines ferment, et là, c'est assez terrible. Ils organisent difficilement le rapatriement familial, le regroupement familial. Ils organisent différemment de vivre une vie dans le bassin minier, de s'installer, de reconstruire après l'exil inexistant ou décente. Et donc là, ils reçoivent un courrier disant que les mines vont fermer et qu'ils doivent retourner au pays, tout simplement. Donc, moi, je me souviens effectivement de pression, de gens qui me frappaient à la porte, etc., pour que les mineurs partent. On parle de 3000 familles et de leurs enfants qui sont installés, qui sont nés là. J'allais à l'école française. Hein. Et sauf que j'ai vu des flashs, mais je ne sais pas trop de quoi il s'agissait. Quand des années plus tard, j'ai voulu raconter cette histoire, tout le monde me disait que, bah oui, les mines, c'était formidable, ça se passait bien. Bon. Il y avait une espèce de tabou, de silence. Et alors, j'ai dû vraiment chercher, aller dans les archives. Et puis, j'ai découvert une vidéo dans laquelle je vois mon père en train de prendre la parole au JT, dans lequel il lance la grève. Donc, je ne savais pas qu'il était porte-parole des mineurs marocains à l'époque. Et puis, vous allez le voir pour lui dire, écoute, papa, il faut qu'on parle. Tu as été porte-parole des mineurs en grève et tu nous as toujours appris à respecter les droits, la loi, à surtout nous mettre en dehors de l'histoire, alors qu'il me manquait quelque chose pour me construire. Moi, je suis devenue romancière, je comprends pourquoi désormais. Effectivement, dans cette fameuse grève de 1987, il a pris la parole, ils ont mené des grèves, des combats, et alors c'est vraiment, c'est un personnage de roman, hein, ils ont pris en otage, ils ont assiégé, enfin c'est incroyable cette histoire. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, il y a matière à écrire un roman. Donc, pour moi, d'abord, il s'agit d'un roman parce que c'est un personnage du roman et que ce n'est pas un témoignage, ça on peut en parler, j'ai voulu le raconter d'une façon qui actualise le combat des pères. Ça, c'était très important pour moi. Et enfin, pour répondre à ta question, je ne lui ai pas demandé son avis, en fait, le papa, pour raconter cette histoire-là. Et surtout que j'allais en faire autre chose. Et je sentais que la distance qui est de raconter un roman me permettait de me préserver, de préserver mon lien avec lui. Mais je sais que c'est une histoire très, très douloureuse pour les enfants de mineurs, pour les mineurs eux-mêmes, parce qu'elle n'a jamais été racontée, cette histoire, en dehors des houillères qui ont raconté leur point de vue, et il a commencé à avoir un travail de mémoire qui était fait par des associations, notamment la MNN, dans le Pas-de-Calais, des mémoires, etc. Voilà, donc on commence seulement à s'y intéresser. Et il était essentiel parce qu'il commence à avoir, voilà, il commence à partir, donc plus de 70 ans. C'est une histoire essentielle à raconter. Et moi, le point de vue que j'ai voulu prendre, c'est celui du combat. C'est celui de la prise de parole dans l'espace public comme ils sont. Et c'est ce choix-là, c'est ce chemin que j'ai voulu prendre. Donc, a posteriori, il est content. Mais sur le coup, il n'était pas très aidant. Je crois que c'était très douloureux comme histoire pour lui. Oui, et puis ce qu'on découvre aussi dans ce livre, c'est l'histoire de l'immigration à travers une figure avec laquelle, je veux dire, dans la population maghrébine, c'est très difficile d'avoir un lien parce qu'il y a une certaine forme de pudeur, il y a une certaine distanciation due à une éducation où la fille et le père ont une distance naturelle, mais c'est vraiment chouette d'aborder la question de l'immigration à travers la figure paternelle. Je crois que ça me paraît presque inédit, quoi. Je crois que beaucoup de choses ont été écrites, et tout a été écrit de façon déjà magnifique. Je pense au livre de Driss Schreiby, les books. Enfin, beaucoup de choses ont été dites, et c'est un devoir, mais chaque chose peut être... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout a été déjà dit, mais de ce point de vue-là, en tout cas, sur cette histoire-là, je pense qu'effectivement, c'est le premier roman. J'ai voulu pas aborder les questions de l'immigration en tant que telle, même si c'est le propos, hein, enfin, on raconte l'histoire. Je me suis dit que je voulais raconter d'abord l'histoire de cette histoire vue sous le prisme de la fille. C'est la fille qui raconte cette histoire.
Donc, c'est la fille aujourd'hui. L'histoire se passe 2 ans après les attentats. Elle est professeure et elle va se retrouver, la première scène, la première phrase, c'est à mon père que je pense quand ils viennent me chercher. Donc, ça commence par une arrestation de cette fille qui se retrouve au commissariat parce qu'elle a commis un acte dans l'école où elle est enseignante qui est répréhensible. Il y a quelque chose qui se passe. Et effectivement, elle va se retrouver et là, d'un coup, elle va penser à son père et parce qu'elle est elle-même en questionnement vis-à-vis de sa hiérarchie. Est-ce qu'elle doit obéir? Est-ce qu'elle doit désobéir? C'était cette question-là d'abord de la désobéissance que j'avais envie de poser. Et il me semble qu'il y a cet héritage d'indocilité d'abord que j'avais envie de voir. Et moi, c'est vrai que quand on parlait souvent du père, je les voyais, je les observais comme étant, hélas, ils ont été clairement, leur destin a été bousculé par les États, par des considérations économiques. Ils ont été réduits à de la force économique. Et ça, on le sait. Il y a des films, des pièces de théâtre magnifiques qui le relatent. Et ce que je tenais à faire, en tout cas, c'était plutôt de rendre toute la créativité langagière dont ils ont fait preuve, tout ce combat, raconter plutôt la dimension du combat collectif, de la prise de parole dans l'espace public. Et c'est ce point de vue-là, ce fil que j'ai voulu tirer pour qu'ils nous questionnent. Et puis des années plus tard, le charbon est terminé, et c'était quand même des gros syndicats, des luttes collectives auxquelles ils ont participé aussi, de dire, mais finalement, nous, quel est l'héritage de désobéissance dans une époque comme la nôtre, dans des moments où on dit des choses qui entravent notre liberté, notre dignité également. Et j'ai envie de réactualiser ce combat et de les regarder en disant quand même, ils ont été incroyables, ils ont été plus républicains que la République elle-même. Ils ont utilisé les outils de la démocratie pour faire valoir leurs droits. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait? Absolument. Et contextuellement, c'est très à propos puisqu'il y a eu un grand mouvement de désobéissance civile pendant le confinement, voilà, avec la crise du Covid, etc. Donc, ça a posé vraiment la question de voilà, quelle est ma valeur, quelle est la conscience que je pose dans ce contexte qui peut paraître un peu liberticide, quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'étais coincée, entre guillemets, au Maroc pendant le confinement, et c'est là-bas que j'ai fini d'écrire Le ventre des hommes. Donc, effectivement, c'était en pleine période de cette crise sanitaire que nous vivions, avec des tas de questions éthiques qui nous sont posées sur la liberté de l'autre, sur prendre soin du collectif, et en même temps des mesures qui ne sont pas respectueuses des droits fondamentaux des individus. Donc, toutes ces questions-là, je me les posais en même temps que j'écrivais mon roman, et elles étaient sans cesse là. Que faire? À quel moment désobéir? À quel moment respecter? Et comment utiliser le cadre légal ou pas dans certaines circonstances? Et toutes ces questions-là, je les pose dans le roman à différents moments voilà, de l'étape de Mohamed Khatib, donc le personnage, le père, et Hannah, qui qui a aussi à se poser des questions sur qu'est-ce qu'être un sujet, qu'est-ce qu'être un jeu, qu'est-ce qu'être un sujet. Et ce qui est beau dans cette histoire, quand j'ai commencé à écrire, et ce que je découvrais au fur et à mesure, ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'il faut savoir qu'au même moment, on était au Maroc sous quand même le règne de Hassan II, et donc qu'il y avait une peur terrible du communisme, des gens qui appartenaient à des syndicats, enfin, qui adhéraient à des syndicats. Et donc, ils étaient vraiment pris entre deux étaux, les ouillères d'un côté, et puis au Maroc, sous Hassan II, il y avait une grande peur aussi. Donc, il en fallait dans le ventre, il fallait du courage pour lutter à ce moment-là. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que quand même, arrivés en France, ils étaient sujets au Maroc, ils arrivent en France, et ce faisant, en menant leur lutte, au frottement du territoire, des collègues qui étaient présents, des camarades, etc., au frottement des mairies communistes, au traitement ils sont devenus des sujets, ils ont accompli, malgré la volonté de la France, le destin français, à savoir devenir un sujet, devenir un individu. Et ça, c'est une très, très belle leçon. Voilà, j'ai trouvé ça très beau qu'ils accomplissent ce destin d'être un sujet, et ce que je tente de faire aussi, et que je trouve dans l'espace de l'écriture, puisque c'est là que je deviens aussi un individu, loin du groupe, mais en ayant conscience du collectif et du monde auquel j'appartiens.
Nesrine, je te donne la parole. Merci. Alors, je voulais poser une question sur l'impact, en fait, après découvrir ce secret, c'est appelé un secret. Et est-ce que ça change le regard vers le papa, d'ailleurs, et vers la perception des choses autour de toi, Samira? Et quelle est l'importance, surtout pour un enfant? Alors, ça a été très beau de retraverser cette relation père-fille qui est très oedipien, hein, qui est très compliquée, puisque Anna raconte son enfance dans les corons, dans le bassin minier, qui est très heureuse parce qu'il y a la liberté totale, hein. On parlait tout à l'heure du Covid, crise sanitaire. Je ne voulais surtout pas de misérabilisme. Dans ce roman-là, il y a la liberté, il y a l'enfance qui illumine tout. Une enfance dans les bassins miniers, c'est une enfance libre, heureuse, même si les maisons, c'est juste 2 chambres et 8 personnes dans une maison. Et bien, il se trouve qu'il y a la vie dans le quartier, il y a la vie avec les autres communautés, avec les autres langues, et il y a la création, la créativité langagière, l'imaginaire de l'enfance. Donc, c'est d'abord ça que je voulais rappeler, que j'invite le lecteur à un voyage dans sa propre enfance, à aller rechercher cette lumière-là dont notre époque a cruellement besoin. On a cruellement besoin d'imagination et c'est les plus beaux retours que j'ai eus, c'est quand les gens m'ont dit mais je suis replongée dans ma propre enfance, je suis repartie en arrière, je me suis souvenue les jeux, les copains, les soirées, jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Voilà, donc ça c'est un premier temps et où effectivement l'enfance d'Anna est protégée, hein. Enfin, Anna est protégée par son enfance plutôt. Puis survient l'adolescence. Et là, effectivement, c'est un moment très intéressant et très politique de confrontation avec le père, de comprendre la relation au corps, la volonté de sortir, la liberté. Et puis Anna ensuite découvre la vie, découvre les études supérieures et comprend ce qu'elle ne connaissait jamais, fait face aux inégalités sociales. Elle ne savait pas du tout. Donc elle se prend cette réalité-là en pleine face. Pour en venir à la question, du père, ce qui me touchait, c'est vraiment d'abord se souvenir qu'il y a quelque chose de politique dans la relation au père, vraiment. Beaucoup d'amour, et c'est ça qui est difficile aussi, mais comment être soi-même, parce qu'on a ce besoin d'appartenance très fort, on a tous un besoin d'appartenance, et en même temps ce besoin de singularité. Donc ça, elle le découvre dans les livres, dans la lecture, l'intimité, ça devient un espace vraiment sacré pour elle où elle peut se constituer tout en restant proche de sa famille, des siens, et tout en s'en démarquant aussi. Après, question, voilà, je ne suis pas sûre d'avoir bien répondu à la question, mais... En fait, ce qui change au niveau regard, hein, Oui. par rapport à votre papa, entre le papa que vous avez connu oui, et le papa que vous avez découvert. Le regard change parce que j'ai découvert un homme, ses faiblesses. J'ai découvert, de l'autre point de vue, elle découvre la jeunesse du père, puisqu'elle, le père finit par raconter. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est le moment où le père n'est pas un père, mais un homme qui arrive très jeune, très beau. Il a à peine 24 ans quand il arrive sur le territoire français. Donc, tout ce qu'il vit avec les copains. Et puis toute la ruse, toute l'intelligence dont il doit faire preuve. Moi, j'ai compris beaucoup de choses de mon père. J'ai compris beaucoup de choses du courage qu'il aura fallu. J'ai compris aussi le grand amour qu'ils ont pour la France, malgré tout, parce qu'ils sont allés arracher leurs droits et ils les ont obtenus. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément saisi, mais qu'ils ont su transmettre aux générations d'après. Et ce qui a changé, c'est que, bien sûr, on ne se construit pas pareil quand on pense qu'on a été l'enfant de personnes dociles qui ont été victimes. Et quand on découvre qu'en fait, non, ce sont des personnes qui se sont battues pour leurs droits et que ça a été un combat incroyable, on ne se construit pas du tout de la même façon, puisque nous, enfants de ces histoires-là, c'est un double, triple exil qu'on vit, puisqu'il y a toute une part de l'héritage qu'on perd, notamment l'héritage langagier, qui n'est pas vu par exemple à la société, hein. Il n'y a pas de cours pour apprendre ces langues-là. Donc, comme je dis, ce ne sont pas des langues étrangères, ce sont des langues familières. Il y a une familiarité avec la langue arabe, avec la langue espagnole, la langue italienne. Et c'est un butin de guerre, comme dit l'héroïne, qu'elle n'a pas eu à faire, hein. C'est toutes ces langues étrangères. Donc oui, mon regard a changé, beaucoup de tendresse, beaucoup de compréhension. J'ai compris toutes les peurs que les pères avaient au moment de l'adolescence et en même temps vraiment découvrir l'amour qu'ils avaient pour la France. Malgré tout,
il y a tout ce qui a été pardonné par eux. Et ça m'a beaucoup apaisé d'écrire ce roman pour moi aussi me positionner et comprendre que la France, ça n'est pas l'État français. La France, c'est tous ceux qui vivent sur le sol français, qui sont de diverses nationalités, qui agissent, qui soutiennent les autres en cas de grève. L'État français a des zones de non-droit et il y a notre responsabilité, comme ce qu'ont fait ces hommes à l'époque, soutenus par les maires, il faut savoir, et les enfants, les associations, de pointer les zones de non-droit de l'État français. C'est très important parce qu'on on revit régulièrement ce genre de choses. Et donc, découvrir et me dire que ben non, la France, ça n'est pas l'État français. La France, c'est tous celles et tous ceux qui enrichissent, vivent sur le sol français, de toute nationalité, et toutes ces forces associatives, culturelles, artistiques, qui forment une sorte de garde-fou, sont essentielles. Et ça m'a beaucoup apaisé de l'écrire, en même temps de prendre une certaine responsabilité aussi. Ménel, il faut réactiver ton micro. Je t'entends pas très bien. Ah, il n'y a pas de son. Bon, je donne la parole à Aïcha en attendant que le son se rétablisse. Aïcha, je t'en prie, je te laisse la parole. Merci. Ma question est la suivante. Comment est-ce que vous êtes parvenu à conjuguer d'un côté l'objectivité, on va dire, et la recherche un peu scientifique que demande toutes vos consultations des archives, et d'un autre côté, en fait, votre sensibilité parce que vous racontez votre histoire et il y a un regard très introspectif sur votre jeunesse et sur le passé de votre père. Enfin, comment vous avez, comment êtes-vous parvenu en fait à concilier ces deux aspects-là de votre écriture? Merci pour cette question. Alors, j'y suis allée en tremblant. C'est pour ça que je pense que j'ai mis plus de 10 ans pour écrire ce roman, puisque je ne suis pas historienne et que j'ai été confrontée d'abord à un manque de sources. Il y avait donc, comme je disais précédemment, les sources officielles où tout s'était bien passé, il y avait très peu d'éléments. Le discours des anciens mineurs qui ont un certain âge, c'est une histoire très douloureuse. Pour eux, c'est derrière, donc pour eux, tout s'est bien passé globalement. On ne rentrait pas trop dans les détails. Et puis, quelque chose dont je parle dans le roman, dont mon héroïne parle beaucoup, c'est ce syndrome d'imposture que je pouvais aussi vivre moi-même en tant que romancière, alors que c'est mon 4e roman. Donc, je me suis apaisée grâce à ce roman, je crois. Et c'était pas inintéressant de faire ce voyage. Donc voilà, j'y suis allée en tremblant et en même temps portée par l'idée que j'avais des choses. Mais vous savez, ça, on les découvre qu'à la fin du roman. C'est ça qui est incroyable en tant que romancière, je peux vous le dire. Il y a une idée, on est traversé, hanté par une idée, et on sait pourquoi on l'a fait juste quand on finit d'écrire le roman. Donc j'y suis allée avec peu d'éléments, mais avec la certitude que j'avais besoin d'écrire ce roman-là et de raconter cette histoire. Et ce qui était intéressant, c'est que ça m'a permis, et je remercie, j'ai une page et demie de remerciements, ça m'a permis de rencontrer des personnes et de partir de témoignages. Donc notamment un copain de mon père, que je ne savais pas, Abdel Samat, qui a fondé l'association des anciens mineurs marocains, qui m'a accueilli chez lui, que quand j'ai demandé à le rencontrer en 2010, il m'a dit « mais viens chez moi, j'aimerais savoir si tu es la fille de ton père ». Et c'est lui qui m'a montré cette vidéo de mon papa sur France 3. Donc c'était très touchant, en train de prendre la parole et de lire un discours qu'il avait écrit lui-même. Donc j'ai pu remonter le fil tout doucement et comprendre, recoller des morceaux d'une histoire dont plus personne ne parlait, qui n'intéressait plus personne. Et ensuite, je suis allée dans un très beau musée que je vous conseille, qui est le musée de Leeuwarden, le centre historique minier de Leeuwarden. Alors là, c'est une autre histoire. Quelqu'un a eu l'intelligence de conserver, après la fermeture des mines, qui est quand même une histoire de plus de 2 siècles et demi sur notre territoire, de conserver des archives. Et là, j'ai pu découvrir des tas de choses. Et j'ai découvert des photos de bureaux saccagés pendant les grèves. Et c'est avec ça que je suis allée voir mon papa pour dire « maintenant, il faut qu'on parle. Hein. J'ai des preuves. Je sais qu'il s'est passé des choses. Je veux savoir. » Donc voilà, je suis allée récupérer, comme je disais précédemment, cette part d'indocilité. Le travail historique était important. J'ai pu faire des liens
entre l'histoire magnifique racontée depuis Germinal sur le territoire et puis notre époque, avec ce qui s'est passé de l'autre côté, outre-Manche, avec Margaret Thatcher, le moment où on a vraiment cassé les mouvements miniers. C'est un roman qui parle aussi de la fin des communes communistes dans le bassin minier, qui ont quand même été très actives à l'époque, sur certains combats, sur les luttes sociales et sur les dimensions culturelles. Et qu'est-ce que c'est que grandir dans une commune du bassin minier aussi, où il y a une médiathèque, une bibliothèque. Voilà, donc il fallait croiser l'intime et l'histoire avec un grand H. Et je pense que c'est toujours ce qui m'intéresse dans tous mes romans. C'est mon 4e roman, je pense, Leïla. Il y a toujours ce lien entre l'histoire avec un grand H, la société qui contraint l'individu, et ce que va faire le personnage, les personnages pour ruser, pour détourner, pour contourner, et tout simplement se libérer ou s'épanouir dans des contextes très contraints par les héritages, par les histoires, par les familles, etc. Et ce livre pose aussi le rapport qu'on entretient, puisque le père, la figure du père, c'est une figure qui structure la pensée, structure aussi l'autorité, et ça va venir poser aussi le rapport qu'on a avec l'autorité, avec les hommes, comment on se construit en tant que femme, comment est-ce qu'on construit son rapport aux hommes lorsqu'on a une figure paternelle aussi puissante. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Et bien justement, oui, c'est une question vraiment, vraiment intéressante parce que je pense que c'est une relation toujours très oedipienne, hein, la relation père-fille, où on le dit souvent, mais je comprends ce que ça veut dire. Il faut, dans son esprit et symboliquement, tuer le père, la figure du père. Mais ce qui est beau, c'est de découvrir l'homme derrière, hein, sa fragilité, son humanité, ses manques. Donc ça, comment ça s'est passé pour moi? Tout simplement par la parole, par la conversation, par les heurts que j'ai pu avoir avec lui pendant l'adolescence, par le fait que c'est une figure puissante qui est nécessaire de déconstruire parce que, et je le disais, dans Les femmes sont occupées, il faut que les femmes prennent la place dans l'espace public, et ça passe nécessairement par une confrontation avec le modèle patriarcal. Donc aimer quelqu'un qui à la fois représente aussi un modèle patriarcal, c'est compliqué, c'est complexe. Et c'est vrai que j'ai pu le faire petit à petit par mon travail de romancière. C'est un long chemin parce qu'il faut déconstruire dans les familles certaines idées, il faut réussir à faire passer certains messages. Donc cette liberté-là, je l'ai tout de suite constituée dans l'écriture. On va dire que dès l'enfance, très tôt, avec les journaux intimes, avec les cahiers, je me suis construit un espace à l'abri du père et en même temps en étant fidèle à son ouvrage. Et c'est ça qui est intéressant puisque je viens aussi de cette histoire-là qui est par l'écriture, par la parole, de rendre compte des inégalités, des injustices. Et je pense que mon côté engagé dans mon écriture vient aussi de cette histoire-là. Oui. Alors, Ménel, on retente? Est-ce qu'on retente? Vous m'entendez? Oui, c'est Non, bon. vous m'entendez? Ah, Oui. alléluia. Non, je voulais revenir moi sur la partie justement où vous parliez de cet amour de la France. En fait, moi j'ai trouvé ça très puissant parce qu'à la fin de votre livre, le personnage, le père, dit quand il est à l'hôpital, je ne veux pas être enterré dans le désert, enterrez-moi chez moi, à Lens, près des mines, etc. Donc d'où quand même pour nous, qui sommes d'origine étrangère, l'importance de où va reposer le corps en fait. Et lui dit, voilà, on me laisse ici en France et on ne me ramène pas au pays, dans le désert. Et il y a ce questionnement aussi, comme vous dites, de savoir, à l'adolescence, à un moment, il se pose la question par rapport à sa fille ou ses enfants, est-ce que j'ai bien fait de rester en France, justement, par rapport à ce fossé peut-être culturel, en se disant, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais pas mieux fait de rentrer? Voilà, il y a ce questionnement aussi, il y a cette complexité en plus que je trouve puissante, c'est-à-dire à un moment se dire est-ce que j'ai fait le bon choix avec tous les sacrifices qu'on a fait et toute la souffrance que ça amène, est-ce que j'ai fait quand même le bon choix de rester ici voilà, en luttant contre tout, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très puissant en fait, à décrire cet attachement en fait à la France. Malgré tout ça, il veut être enterré ici, quoi. C'est pour ça que je pense, et j'ai voulu écrire ce roman en ayant en tête que, contrairement à ce qu'on imagine,
ceux qu'on appelle et qu'on désigne les immigrés, les autres, les exilés, sont montrés comme étant la source des maux de notre époque, alors qu'en réalité, ils ont en eux les remèdes puissants dont notre époque a besoin, puisqu'ils ont fait ce voyage. On parle du choix qu'ils ont dû faire, ils ont fait l'expérience du libre arbitre, du choix, de la décision. Certains sont partis au pays, certains sont rentrés. Et eux ont fait le choix de rester. Et donc, toutes les conséquences qu'ils doivent assumer derrière. Et du coup, ils ont un savoir-faire incroyable dont notre époque a cruellement besoin. Je le redis, prendre soin du collectif, prendre soin de l'autre. Ça vient de ces familles qui viennent des Suds, ces solidarités-là, parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû apprendre à s'entraider, l'entraide. Qui va travailler dans les centres sociaux, dans les hôpitaux? Enfin, on voit bien d'où vient ce qui fait le sel de la France que d'autres pays nous envient terriblement, à savoir la capacité qu'on peut avoir à être divers et à prendre soin des uns et des autres. Donc, oui, la question finalement qui m'intéressait, c'était de voir qu'ils sont, contrairement à ce qu'on imagine, un vrai remède, et on a besoin de leur expérience, on a besoin de leur savoir-faire. Et quand le père dit dans le roman, finalement, ce que je souhaite, c'est d'être enterré ici, ce qu'il vient dire, c'est qu'il a fait l'expérience, il a passé sa jeunesse, il est arrivé là à 20 ans, il pose des questions dérangeantes, celles de où il veut reposer, mais finalement, il s'est constitué comme individu ici. Et donc, son pays, c'est celui qui l'a fait naître homme. Voilà. Donc, et il est devenu homme ici, en France. Donc, ça, c'est intéressant. Oui, il y a tout ce qui a été pardonné par eux, dont on a besoin. Tout ce que notre génération, je pense, a fait pour venir raconter ces histoires. Et je sais que je crois que je n'ai jamais vu autant de productions de théâtre, de cinéma, en roman, sur le sujet produits par des enfants issus de ces immigrations-là. Pourquoi? C'est dire l'intérêt et l'amour de ce pays. C'est dire l'intérêt, la volonté de participer par la création, par l'imaginaire. Tout ce qui a été inventé en slam, en rap, enfin, tout ce qu'on peut imaginer en termes de créativité artistique, ça vient aussi de ces héritages-là. Donc remettre en valeur, remettre en avant ces héritages langagiers me semble essentiel. Et ce que découvre l'héroïne à un moment donné dans le roman, c'est qu'il y a un discours qui est issu d'un petit groupe de personnes dans la télévision, hein, c'est ce qu'il dit, dans la télévision, et un petit groupe de personnes raconte la France, mais n'est pas la France, ce n'est pas la réalité. C'est ça qui est assez terrible, c'est qu'il y a clairement des dysfonctionnements, clairement de la discrimination, clairement du racisme, enfin, clairement tous ces mots qui rongent la société, et on a des gens qui, à la fois, viennent combattre ces mots-là causés par des histoires malheureuses. Et voilà, donc ce roman-là prétend pas du tout venir répondre à toutes les questions du monde, mais juste éclairer en disant, voilà, il y a ça qui a été pardonné, qui est très beau, et dont je pense que les générations les plus jeunes ont aussi besoin. Et c'est vrai ce que tu dis de cet attachement à la terre de la France. Je pense qu'elle vient déjà du fait que le personnage travaille dans la terre, il est lié à cette terre. Et au-delà de ça, cette population immigrée qui arrive dans les années 60, elle va contribuer à bâtir la France, c'est-à-dire à travailler à son émergence, que ce soit dans l'industrie automobile ou à travailler sur les chantiers, etc. Ils vont bâtir la France. Donc forcément, il y a un lien à la terre qui est essentiel et qu'on retrouve aussi dans ton personnage, dans le personnage du père. Ce qu'ils ont vécu est, je le redis, c'est proprement scandaleux. C'est absolument terrible qu'un État décide d'aller chercher les hommes et de les réduire à de la force et ensuite de vouloir les renvoyer. Donc ça c'est dit. Effectivement, c'est une histoire très, très douloureuse. Je réalise que, en ayant écrit ce livre-là, que oui, ils ont bâti la France, ils ont bâti le territoire, ils ont contribué à avoir de l'énergie, à fournir de l'énergie. Et ce qui est touchant pour moi avec ce personnage du père,
c'est que finalement, c'est pas tant la France auquel il est attaché à Lens. C'est-à-dire, on est très local, hein. C'est-à-dire, je vis ici à Lille, je vis à Lens, je vis ce lien-là, c'est-à-dire que l'endroit où il vit, c'est très local, c'est la phrase d'Édouard Glissant, hein. Agis dans ton lieu, pense avec le monde, c'est ça, c'est vraiment très local, son inscription sur un territoire donné, ça peut être Lyon pour certains, la région parisienne, ce que vont dire des jeunes gens qui vont faire du rap, je viens de tel endroit, je comprends qu'est-ce que ça veut dire, voilà mon identité, voilà mon inscription géographique, mon espace-temps, je choisis de vivre ici et maintenant là où je suis. C'est très fort comme signature. Donc voilà, il dit qu'il va être enterré à Lens, très exactement, là où il est devenu homme. Donc voilà, oui, ce sont des hommes et des familles qui ont contribué à l'économie du pays. Et j'ai voulu aussi lever certains malentendus malheureux que j'ai découvert en écrivant ce roman, à savoir que il est dit dans l'air qu'on est allé chercher des hommes pauvres pour travailler dans le nord du Charbon, ce qui est complètement faux. C'était à la base des agriculteurs, des paysans qui vivaient de la récolte des dattes, pour ce qui concerne ces familles-là, principalement. Sauf qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est pas parce qu'ils étaient pauvres qu'ils sont venus, c'est parce qu'il y a eu la sécheresse. Et donc, c'est à cause de la sécheresse qu'ils ont commencé à avoir des difficultés de récolte de dattes et donc de se précipiter dans une précarité. Et c'est ça le grand malentendu, c'est qu'ils l'ont dû quitter et qu'ils se sont les premières victimes du dérèglement climatique. Donc, ils ont dû partir pour vivre ailleurs. Ils sont arrivés en France pour travailler dans le charbon qui accélère l'effet de serre. Enfin, c'est très ironique et très douloureux quand on regarde un peu cette histoire, très cynique. Et donc, en quittant le village, ce sont les hommes qui savaient le travail de la terre, comme tu disais, Leïla, qui savaient travailler sur des méthodes ancestrales d'irrigation de la terre et qui ont dû quitter, voilà, pour venir en France ou ailleurs. Et ça, c'est le grand drame, c'est cette façon de réfléchir à court terme des États, des gouvernements, pour des considérations économiques à très court terme, qui brisent des destins et qui défigurent des paysages entiers et donc des familles. Voilà, donc il y avait aussi cette dimension-là dont je voulais parler. Il y a un immense malentendu, parce que du coup, pour ces personnes-là qui aiment la terre, ils ont un amour de la terre, ils ont aussi un amour de la parole donnée. Et c'est une trahison, en quelque sorte, qu'ils ont vécu. Et ça, je pense que les Houillards, quand ils ont embauché par la figure de Félix Maura ces hommes, dans des conditions de recrutement terribles, puisque, ce que je raconte dans le roman, c'est réel, ils devaient passer torse nu, sous le soleil, et puis s'ils étaient pris, ils avaient un tampon vert sur le torse, s'ils n'étaient pas pris, c'était un tampon rouge. Donc c'est des méthodes, on est dans les années 70, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, donc des méthodes de recrutement proprement scandaleuses. Et quelque part, tout le monde a voulu ce tampon vert sur le torse, vous voyez, c'est ça qui était beau à raconter. Donc moi, mon travail en tant que romancière, je peux tout à fait donner mon avis en tant que citoyenne, mais en tant que romancière, je vais vous donner à vivre cette histoire-là pour que vous compreniez vous-même ce qu'ils ont vécu et d'où ils arrivent, d'où nous arrivons tous finalement. Et je donne à un moment donné dans cette histoire le point de vue des Houillards, puisque je lise des archives brutes assez étonnantes des Houillards, des lettres cadres. Donc il y a quelques archives avec l'éditrice, j'ai demandé à pouvoir les mettre. Et voilà, pour qu'on puisse se rendre compte de la violence ou de la façon, de l'asymétrie, surtout de la situation avec des cadres, des ingénieurs cadres des Houillards, face à des personnes qui, et c'est ce qui a été le point de départ de mon roman, étaient volontairement recrutées parce qu'elles ne maîtrisaient pas la langue française. Il ne fallait surtout pas qu'elles disent qu'elles parlaient la langue française pour pouvoir être recrutées, puisqu'on ne voulait surtout pas qu'elles restent sur le territoire français. Voilà. Conseil à la maîtrise, effectivement. Ah, on n'entend pas? Oui, toutes les annexes que tu as mises en fin de ton ouvrage, je les ai trouvées, elles m'ont vraiment pris aux tripes, quoi, pour être dans la même métaphore que le ventre. C'est vrai que quand on prend conscience que ces conseils à la maîtrise étaient proprement racistes,
enfin, sans pincettes, quoi. C'est assez bouleversant, en fait, de voir de quelle manière était traitée finalement cette population qui était réduite à une main-d'œuvre pas chère et non offensive, assez docile. Oui, ce qui était étonnant à voir, c'est un petit mot, c'était effectivement, je le disais précédemment, l'intelligence de la tête, contrairement au ventre des hommes. Le ventre, c'est la faim. Hein, Oui. qu'est-ce qui met en mouvement les hommes? Pour moi, c'est la faim, le fait qu'ils aient faim, et puis leur courage aussi. Donc, voilà, ce qui me semblait, ce qui m'a frappé, c'est cette façon qu'ont les administrations de réduire l'autre sous un angle purement économique et, euh, et, euh, et de voir et de saisir vraiment que l'objectif premier était vraiment d'extraire du charbon et de renvoyer sans tenir compte du fait qu'ils avaient en face d'eux des destins, des hommes qui avaient un destin à accomplir, qui avaient des rêves, qui avaient aussi une sexualité, des femmes qu'ils avaient laissées au pays. Donc voilà, tout ça a été nié et c'est pas si longtemps que ça. Donc c'était intéressant enfin, c'était important pour moi de les mettre en avant. Précieux aussi pour la mémoire de dire mais on peut glisser, ça peut glisser à tout moment. Donc il s'agit d'être très très vigilant parce que ce glissement-là, il a déjà eu lieu juste hier, il peut encore avoir lieu demain. Donc il y a une forme de vigilance à avoir collective et individuelle également. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire moi aussi ce roman-là parce que j'étais bouleversée à chaque fois, je n'étais pas au bout de mes surprises de voir la violence qui était faite et qui était légitimée par l'administration. Et je fais ce lien dans le roman avec Hannah Arendt et la banalité du mal dans le procès célèbre où voilà, il y a la banalité du mal et quand on demande à ce terrible homme pourquoi est-ce qu'il a commis ces actes pendant la Shoah, il a dit parce qu'on m'a demandé de le faire, voilà, et on m'en obéit. Et en même temps, ce travail de mémoire, de retourner dans son ventre, c'est le cerveau. On dit même que c'est peut-être le premier cerveau. C'est retourner à la maison, c'est retourner dans le siège de nos émotions premières, c'est se connecter à son enfant intérieur, diraient certains, c'est visiter notre sacré et aller à la rencontre en fait de ces moments qui ont structuré notre enfance ou les premiers moments où en fait on pose notre regard sur le monde. Donc, est-ce que ça a été pour toi un exercice facile, je veux dire psychologiquement? Est-ce que ça t'a pas perturbé? Est-ce que tu as eu des rêves? Comment est-ce que intimement ça t'a bouleversé en fait de faire ce travail de retour à soi, de retour dans ton ventre? Ah, non, je crois que chaque roman que j'écris me bouleverse complètement. Celui-là en particulier, parce que c'est très très long, donc j'étais dans tous mes états. Alors pendant les rélectures avec mon éditrice, ça me mettait toujours dans tous les états, donc c'est bon signe. On écrit précisément avec ce qui est douloureux, avec la honte, avec tout ce qui nous... Il faut que ce soit suffisamment vibrant et vivant pour que ce soit de la matière, sinon c'est pas très intéressant. Donc très 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 inconfortable à écrire. L'apaisement, je l'ai trouvé à la fin, et en même temps, en ayant à l'esprit la satisfaction du travail accompli. Je ne sais pas comment expliquer ça. On me demande souvent mon rapport à l'écriture. Est-ce qu'il y a du plaisir? Je dis non, non. C'est pas l'écriture qui me rend heureuse. Heureuse, c'est la vie ordinaire, c'est dehors, les amis, la famille. Voilà. Par contre, si je n'écris pas, ça me rend malheureuse. Vous voyez, quelque chose de l'ordre d'accomplir mon travail, de venir contribuer, de participer à une conversation qui nous précède et de venir dire des choses. Donc, très inconfortable et en même temps beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse pour ce monde-là qui est autour de nous. Et j'ai envie de dire, mais profitons-en. Enregistrer les parents, enregistrer les grands-parents s'ils sont vivants. Quelle mémoire incroyable. Vraiment un bon sens, un savoir-faire dont notre époque a besoin. Ils ont des expériences de vie, ils ont traversé, ils ont vécu l'exil, ils sont arrivés sur le territoire français, ils ont dû s'adapter à nouveau à la technologie, à la façon de vivre, voilà. Et puis en même temps, le tout, c'est de ne pas rester nostalgique et de ne pas non plus les enfermer. Ils ont aujourd'hui une vie qui est la leur,
qui est faite d'aller-retour entre deux pays, qui est aussi un chemin où ils se sont beaucoup amusés, enfin, ils ont aussi beaucoup vécu. Quand je compare, je sais pas, la vie parfois de mes propres parents, je me dis, mais quand même, ils ont une vie super, hein. Ils ont été créatifs malgré tout. Et c'est ce qui était douloureux, et ce que dit le personnage dans le roman aussi, c'est il y a pire que d'être pauvre, c'est d'être vu misérable par les autres, et petit à petit par soi-même. Il faut faire très attention au regard misérabiliste que les médias vont poser. Alors, il y a des inégalités sociales, clairement, il s'agit de lutter contre elles. Mais porter un regard misérabiliste sur mon enfance, ça, je le refuse. Donc, c'était important pour moi d'être autrice, c'est-à-dire de choisir d'en parler au moment où j'étais prête. Donc, ça a mis du temps. Dans la forme qui est la mienne, donc c'est un roman, c'est de la fiction. Je suis créatrice d'une forme, ça, c'était très important, parce qu'on se constitue comme sujet à ce moment-là aussi. Et ça vient réparer, apaiser, guérir, pour moi, très clairement. Je pense que la littérature, la lecture sont des lieux aussi de guérison, d'apaisement. Et c'est pour ça que c'est important que chacun, chacune le fasse aussi. Et ce travail-là n'est pas fait par un sociologue sur mon histoire, pas un réalisateur. C'est moi-même qui l'écris. C'est vraiment important pour moi. Et j'ai reçu des tas de lettres d'enfants, de mineurs eux-mêmes, de petits-enfants, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses très douloureuses et très scandaleuses qui se sont passées par rapport à la santé, la silicose, l'état de santé. Et ils continuent de vivre encore des difficultés, qui sont la retraite, mais avec une petite pension. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de choses compliquées qui existent pour ces personnes-là. Donc voilà, à la fois, voilà, je dirais le sentiment du travail accompli est quelque chose qui m'a apporté et un soulagement d'avoir fini. J'imagine. Une question, une remarque? Moi, j'avais une petite juste remarque. Vous m'entendez? Oui. Super. Moi, je trouve qu'il y a des sujets vraiment qui sont plus que d'actualité. On évoque, vous l'avez dit vous-même, ils sont partis à cause de la sécheresse. Et vu le contexte climatique aujourd'hui, on va être, si ce n'est pas déjà le cas, confronté à cette immigration climatique, justement. Les gens ne vont pas quitter leur pays parce qu'ils sont forcément en guerre ou autre, mais parce que les conditions climatiques font que ça devient invivable là où ils sont. Et également, cette question, j'ai entendu l'autre jour un débat autour de l'énergie, justement, cette crise énergétique, et la question qui émergeait, est-ce qu'on ne va pas pendant un temps remettre en route les mines, le charbon, juste le temps, voilà, parce qu'on sait que, voilà, comme vous dites, c'est le chat qui se mord la queue, on connaît les impacts du charbon, etc., de ces énergies fossiles, mais à côté de ça, on nous évoque encore le fait que peut-être on y reviendrait pendant un petit laps de temps, parce qu'on n'aurait peut-être pas le choix d'ici quelques années, du fait voilà, d'une crise énergétique sans précédent. Donc c'était amusant et un peu tragique à entendre en me disant mais ouais, c'est super l'idée des mines, mais qui y retournera? Enfin, comment on va gérer ça? Enfin, ça a amené plein de questionnements et j'ai trouvé ça vraiment voilà, deux sujets vraiment qui sont d'actualité via l'histoire. On revient à aujourd'hui, voilà, c'est encore d'actualité, quoi. Oui, c'est j'espérais que c'est un roman très actuel sur la question de l'énergie et de l'environnement, puisque je parle aussi d'environnement à travers Anna. Et elle a cette phrase à un moment de l'adolescence où elle-même, elle voit que tout le monde parle de la mine, du charbon, puis elle a envie d'autre chose. Elle veut regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, elle aime la musique nord-américaine, elle veut sortir, enfin voilà, toujours attachée à la mine, elle en a un petit peu marre. Et elle dit, mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde parle de mine, d'énergie dans un monde si fatigué. Tout le monde recherche de l'énergie dans un monde fatigué, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est de l'énergie, mais pourquoi faire? Pour aller où? Et elle pose cette question-là, avec ses élèves dans sa classe, elle a un petit jeu où elle va essayer à chaque fois de mettre l'accent sur une façon qu'ont les familles, qu'ont les enfants de considérer leur impact sur l'environnement. Et donc, chaque enfant est à chaque fois amené à amener un exemple. Et elle amène des livres de l'Atlas marocain. Elle raconte un peu comment ça se passe là-bas. Donc, je pense qu'on va revenir à ces petites formes, à ces communautés, à ces autres façons de s'organiser en collectif. En tout cas, c'est une piste que Anna creuse dans le roman.
Et effectivement, ce sont des questions face auxquelles je n'ai pas là de réponse, mais en tout cas qui nous interpellent et et c'est terrible parce qu'il s'agit de comment grandir, comment tenir dans un monde désenchanté. Là encore, ma réponse, c'est il est urgentissime de lire, urgentissime de lire et d'écrire parce que c'est l'épreuve de l'empathie, c'est l'espace où on prend soin de l'autre. Ce qui s'est passé, ce qui se passe pour Anna dans le roman et au moment de la crise sanitaire, enfin, c'était terrible de ne plus pouvoir aller dans une librairie, par exemple. Les librairies étaient fermées. Quand même, c'est l'ouverture au monde, c'est le lieu et l'espace où on peut toucher l'autre et se mettre dans la peau du personnage, d'un autre personnage. Donc, bien sûr qu'il y a des questions qui nous sont posées sur quel type de société on veut. À quoi ça sert avoir de l'énergie dans un monde fatigué? Voilà, c'est la question que pose Anna. Alors, je voulais juste ajouter que moi, j'ai particulièrement apprécié ta manière de souligner la beauté, la dignité du père qui travaille, qui est sublimé par son autorité naturelle, son sens des valeurs incorruptibles et porte-parole des mineurs, et contrasté avec une mère qui est plutôt absente. On avait l'impression qu'elle flottait un peu et qu'elle était là pour servir les autres. Alors, j'aimerais juste revenir sur cette figure donc maternelle. Pourquoi est-ce que tu as voulu la mettre en scène alors que c'était un livre qui était plutôt porté sur la relation que tu entretiens avec ton père? Oui, parce qu'il ne faut jamais être dupe que même s'il s'agit du père, c'est un patriarche. Donc effectivement, par différence, la mère qui est absente, qui est complètement soumise, comment dire, qui reste dans son rôle de mère, de femme au foyer, et où Anna la regarde en disant « Oula, attention, il faut aussi que je me construise contre ce modèle-là pour exister. » Et même si à la fin, elle s'en rapproche, il m'a dit, mais elle a beaucoup de choses à m'offrir, c'est fou, je me suis construite contre elle, mais elle a cette capacité à sentir le temps en faisant du pain, en faisant... Donc Anna, vers 30 ans, elle revient vers sa maman, et elle vient dire, mais c'est incroyable, elle a réussi à résister à l'épreuve de l'exil en se construisant son petit monde, et en gardant l'essence de ce qui fait le sel de ce monde-là pour tenir quand même. Donc faire le pain, cuisiner, aimer, chanter, et récupérer cet héritage-là qui est méprisé et qui n'est pas vu non plus par notre société, ni par Anna, qui encore une fois était dans son adolescence plutôt intéressée par les Champs-Élysées, les émissions de télé. Donc la figure de la mère, je la développe trop peu dans ce roman. J'espère y consacrer un jour enfin un roman sur le sujet de la mère. Je pense qu'un jour je le ferai. Et dans ce roman, en tout cas, il y a cette Oedipe, et puis il y a cette mère qui vient toujours un peu casser la relation père-fille, pendant l'enfance du moins, pendant l'adolescence, et puis après elle se rapproche de sa mère. Et effectivement, Anna n'est pas dupe que le père, elle l'aime, mais c'est aussi un patriarche et qu'elle doit aussi, déconstruire cette relation-là pour pas ressembler, entre guillemets, à sa maman et être enfermée. Mais elle a beaucoup de force, elle a beaucoup de puissance, cette dame, finalement, mine de rien, de résister à l'exil comme elle le fait, en prenant soin de sa langue, en étant fermée dans sa langue maternelle que plus personne ne parle aussi. Évidemment, moi, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup pendant l'écriture. Oui, on a C'est ce l'impression qui m'a... même Pardon. garante de l'intériorité de la famille, de faire en sorte à ce qu'il y ait un bien-être. Je me souviens de cette scène où il y a la maman qui lave son enfant avec douceur et avec force, enfin, qui prend soin de ses enfants, quoi, de son intérieur, alors que le père est beaucoup plus à l'extérieur. Enfin, on voit ce rapport intérieur-extérieur de manière assez évidente dans ton ouvrage. Alors, on arrive au terme de notre échange. Alexandre G vient nous rejoindre. Alexandre, si vous voulez poser une question, c'est le moment ou jamais. Vous pouvez réactiver votre micro plutôt. Sinon,
je vais te donner le mot de la fin, ma chère Samira. Merci à vous. Merci, ma chère Leïla. Merci à chacun, chacune de ce moment passé autour du ventre des hommes. Mais simplement vous dire qui est quelque chose m'a beaucoup touché dans l'écriture sans roman et que je peux vous partager, qui est de retrouver l'importance des luttes, mais que ces luttes-là, elles sont collectives aussi. Et c'est pour ça que ces cercles de parole, ces cercles sont toujours aussi intéressants et forts. Parce que j'ai compris en écrivant ce roman-là que ce combat qu'avait mené le père a pu être gagné parce qu'ils étaient nombreux. Et ce que va faire Anna dans sa classe, c'est qu'elle a la nostalgie des combats collectifs. Donc voilà, peut-être le mot de la fin pour moi, c'est de se souvenir, de faire à la fois ces grands écarts-là, à savoir construire une intimité dans la solitude grâce à la lecture, au livre, notre individualité, et puis comment dire, aller nourrir le collectif aussi, c'est quelque chose de très important et je m'en suis souvenue. Donc merci à chacun et chacune. Merci beaucoup Leïla pour ces book clubs que tu organises. J'étais ravie que tu m'invites. Merci Samira d'avoir accepté d'être à nouveau avec nous. Je terminerai sur une petite conclusion, c'est que ce livre, c'est retrouver une part de soi comme un chemin initiatique à la découverte de qui l'on est vraiment, découvrir chemin faisant que notre histoire a un sens, que nous sommes légitimes individuellement et se débarrasser de ce mépris de soi, chevillé au corps, parce que c'est quelque chose que tu mentionnes aussi dans ton ouvrage. Donc, merci pour ça. Moi, ça m'a fait énormément de bien de me replonger dans mon histoire personnelle et de me reconnecter en fait à cette histoire familiale qui m'a construite, qui m'a structurée et de nourrir aussi cette relation au père qui pour moi est très, très précieuse. Alors, merci à toutes pour votre participation. On va passer au tirage au sort parce qu'on a un tirage au sort tous les mois et on offre le livre du mois, donc en l'occurrence le livre de Samira El-Ayachi, à nos adhérentes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, je vais procéder au tirage au sort avec ma main droite, innocente. Et Naïma Meelia a gagné donc le ventre des hommes. Bien entendu, Naïma, tu auras la copie du livre de Samira El-Ayachi. Pour ma part, je vous retrouve le 23 octobre prochain en compagnie d'Élise Saint-Julien pour son dernier ouvrage Musulmane du monde, un livre sur les figures inspirantes musulmanes, une édition spéciale où les enfants seront invités. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à vous inscrire avec vos enfants, vos filles, vos fils. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition du Book Club de Femmes et Diversité. Merci. Merci. Au revoir. Merci à toutes.